Bien, bonjour mes amis, je vous accueille donc dans le numéro 120 de nos webinars que je vais consacrer à un sujet qui est un sujet, bizarrement, on en parle beaucoup, mais je ne suis pas certain qu'on ait bien appréhendé le détail de ce qu'il y a dedans, à savoir les problèmes d'apprentissage, d'entraînement, si vous voulez, des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on ne parle que de ça, hein. ChatGPT, des milliards de paramètres utilisés pour faire donc cet entraînement. Mais on ne s'est peut-être pas posé des questions suffisamment concernant le problème suivant. Moi, c'est très bien ce que fait ChatGPT, Gemini ou les autres. Mais moi, je voudrais une application pour moi, hein. Éventuellement, j'utiliserai donc un modèle du marché, hein, très bien. Mais comment je fais pour disons, me faire une application donc de ce type-là avec mes données, hein? C'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et dans cette approche, on va dire des applications, il y a un aspect qui est très important, qui est celui de l'apprentissage. L'apprentissage, donc, qui va concerner beaucoup de choses et qui n'est pas évident, donc, à comprendre et à maîtriser. On peut toujours faire confiance à des prestataires qui vont tout faire le travail pour nous, mais puisqu'on va parler des données, qui, mieux que nous, connaît les données que nous manipulons? Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous voulez bien, je vais donc tout de suite partager mon écran et on va démarrer. Bien. Comme d'habitude, donc le sommaire rapidement, donc les principes donc de l'apprentissage. Je fais une distinction entre apprentissage et entraînement, hein. Je rappellerai que contrairement à ce qu'on lit de ci, de là, mais l'entraînement, ce n'est pas de la programmation, hein, désolé. Par contre, il y a de la programmation dans l'intelligence artificielle. On veut nous faire croire qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas vrai du tout, hein, donc je vais quand même rétablir les choses. Il y a donc deux contextes distincts, à mon avis. Il y a le contexte des grands modèles qui sont contraignants et qui, on va donc utiliser ce qu'ils nous proposent. Et puis, il y a ce que l'on veut faire nous-mêmes, c'est-à-dire des grands modèles ou des petits modèles dont on parle maintenant. Des petits modèles, hein, vous savez, ce qu'on appelle les LLM ou SML. Donc, on voudrait des applications de type, on va dire, personnalisé. Où se situe donc l'apprentissage dans la chaîne d'intelligence artificielle? On va parler des problèmes de données parce qu'ils sont vraiment très importants. Alors, il y a un nombre considérable, à peu près un millier, de ce que l'on appelle les datasets, c'est-à-dire des bibliothèques de données, dont une bonne partie d'ailleurs est gratuite, hein. Et il faut faire un choix parmi tout ça. Alors, en plus, ce sont des données qui sont génériques, qui vont nous servir pour faire de l'apprentissage et de l'entraînement, mais ce ne sont pas forcément les données que je vais utiliser, on va dire, en production, hein, parce que là, peut-être, ce seront des données à moi. Bien, donc ce problème est essentiel. On va regarder d'une manière très précise l'aspect spécifique des annotations, hein. Ne pas confondre avec la labellisation, ce sont deux notions qui sont assez proches, mais finalement, on ne parle pas de la labellisation, disons, ayant un caractère beaucoup plus général on va dire, que les annotations. Alors les annotations, on va voir qu'il y a tout un marché qui s'est construit aujourd'hui, et d'une manière, à mon avis, un peu sauvage. On voit des officines qui sont apparues, hein, et qui font le travail pour nous. Mais je le dis tout de suite, dans des conditions sur lesquelles je vais revenir, hein, qui ne sont pas forcément très, très acceptables, en tout cas de mon point de vue. Alors, on va choisir le modèle. Alors, c'est vrai que faire un apprentissage ou faire une application de ce type, de type LLM par exemple, eh bien, ça va nécessiter donc de choisir un modèle. On verra que le modèle, c'est ChatGPT, c'est la régression donc linéaire, ouais, c'est tout ça. On va choisir un modèle. Et on va choisir une méthode d'apprentissage. Si je suis dans un réseau neuronal, quelle est la technique que je vais utiliser pour améliorer
on va dire, le comportement de mon réseau neuronal. Et il y a beaucoup de solutions très différentes. D'ailleurs, d'une manière générale, on pourra même parler donc on va dire de solutions supervisées, non supervisées ou mixtes, qui sont donc en fait l'utilisation de données existantes ou qui vont être créées in situ et en temps réel par le modèle. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est encore quelque chose qui, à mon avis, est encore un peu une vue de l'esprit, et on restera pendant quelques temps sur des systèmes donc, qui existent, hein, avec donc des bibliothèques qui sont à notre disposition. Quand on va travailler sur l'apprentissage, on aura à résoudre un problème qui va être assez délicat, qui est celui du compromis entre le biais, en gros, si vous voulez, c'est l'erreur que l'on commet, par rapport à la variance. Alors, la variance, c'est la dispersion. Et on est plus habitué à la notion d'écart-type en statistique, puisque l'écart-type, ce n'est rien d'autre que la racine carrée donc de la variance. Et on va voir qu'il y a une opposition entre les deux, entre la dispersion et l'erreur, et donc il va falloir choisir un compromis entre les deux. Et donc, j'ai illustré donc ce propos, vous le verrez. Et puis, on va prendre un exemple. Alors là, on est dans la programmation. Hein. On va donc prendre un exemple avec un dataset qui est MNIST, qui est extrêmement connu, qui est un dataset qui parle, qui contient en fait des valeurs numériques, des chiffres, hein. Et il y a 70 000 chiffres comme ça. Bon, on va apprendre à reconnaître des chiffres avec ça. Mais je vais vous montrer que finalement, en utilisant une bibliothèque qui s'appelle Keras, qui d'ailleurs est fournie avec la bibliothèque TensorFlow, qui est très connue hein, en intelligence artificielle, eh bien, en gros, si vous voulez, une page et demie de code, et vous avez fait votre travail à peu près. Enfin, tout au moins, on a la structure qui est claire. Et je vais vous la montrer en utilisant donc un exemple donc, qui est bien connu. On va voir qu'il y a également, aujourd'hui, heureusement, on n'est pas tout seul, hein, on ne marche pas tout seul, il y a des outils. Et je vous ai fait donc un panorama des outils, à mon avis, les plus intéressants qui pourraient donc vous rendre service. Mais je suis bien obligé de dire dès maintenant que plus de 80% des projets, on va dire personnels, hein, pour une entreprise qui veut développer quelque chose de spécifique, tout au moins dans les petites entreprises, dans les PME, eh bien, plus de 80% de ces projets n'aboutissent pas. Ce qui veut dire que ça rend, les gens sont frustrés, ils sont pas contents, on nous a dit que ça marchait, mais ça marche pas, on confond donc ChatGPT avec mon problème, mais à la limite, il n'y a que mon problème qui m'intéresse, vous voyez? Alors, encore une fois, pour situer donc les choses, hein, d'après un organisme d'observation qui s'appelle IMARC Group, le chiffre d'affaires de l'annotation uniquement, donc la partie annotation dans le monde, était un peu plus de 2 milliards donc, de dollars donc, en 2024 et devrait passer à 12,45 milliards en 2033, avec une progression annuelle qui est à peu près un peu supérieure à 20%. Ça a fait un appel d'air vers des compagnies peu scrupuleuses qui sous-traitent cette annotation dans des pays qui ont besoin de travailler, mais ce n'est pas une raison pour les exploiter. Et donc, je trouve ça extrêmement choquant. On voit ça à Madagascar, on voit ça donc ouais, dans des pays qui n'ont pas forcément la chance, des pays développés. Et c'est quelque chose qui se développe, mais vraiment à la vitesse grand V. Et bon, mais on reviendra également sur ce sujet. OK. Alors, donc, le principe donc, de l'apprentissage donc, est un terme global, on va dire, pour traiter ce sujet. Tous les algorithmes d'intelligence artificielle, pratiquement tous, hein, que ce soit du machine learning avec la régression linéaire ou le deep learning qui va utiliser des réseaux neuronaux donc, les deep learning étant une spécialité qui a un peu été créée par un Français qui s'appelle donc Yann LeCun, eh bien tous pratiquement sont fondés sur l'apprentissage. Alors, on est très content parce qu'on se dit ah c'est formidable, ChatGPT a utilisé 100 milliards de paramètres pour faire son apprentissage. Bon, grand bien leur fait, grand bien leur fait à eux. Mais moi comment je fais? C'est ce que je disais donc il y a un instant. Alors, le principe, c'est que les algorithmes apprennent quelque chose, s'améliorent jusqu'au moment où ils sont déclarés aptes à résoudre un problème. Et disons à se comporter, donc, on va dire, honorablement.
L'apprentissage, c'est vraiment la pierre angulaire hein, de tout ce processus. C'est donc un ensemble d'opérations qui va permettre donc d'adapter le modèle donc, que j'ai choisi et bien entendu la méthode d'apprentissage que j'aurais retenue à mes besoins, vous voyez, de manière à ce que ce modèle puisse remplir correctement donc sa tâche. Histoire quand même que, au bout du compte, si j'utilise par exemple une des reconnaissances de mots et de caractères alphanumériques, ben, que je ne confonde pas un T avec un L ou un 6 avec un G, ce qui peut se produire. Et je pense que, à mon avis, quand on regarde un peu les commentaires que l'on trouve sur ce marché, moi je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Hein, on ne parle pas suffisamment du fonctionnement donc de cette phase qui est un petit peu obscure. Je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Alors d'abord, encore une fois, l'apprentissage, ce n'est pas de la programmation. Mais, il y a dans l'intelligence artificielle, bien entendu, de la programmation. Alors, ce n'est pas nécessairement nous qui allons le faire, d'ailleurs, c'est rarement nous, mais ce sont les opérateurs, les fournisseurs, qui, eux, vont écrire du code. Hein. Vous voyez, et donc, même un modèle qui va utiliser donc un modèle d'apprentissage, mais comment est-ce qu'il fait l'apprentissage? Ben, il le fait à partir d'un programme. Hein, quand on est dans un réseau neuronal et que je fais une amélioration du comportement par ce qu'on appelle la rétroprogrammation arrière, ça a été programmé. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, qui est tombé donc du ciel. Hein, mais malheureusement, c'est un peu une idée qui est véhiculée comme quoi, ben, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Oui, mais il y a déjà des choses qui ont été faites. Et peut-être que si je veux développer quelque chose de très spécifique pour mon problème, peut-être que j'aurais quand même à écrire un tout petit peu de code. Bon, vous me direz moins que pour une application traditionnelle, mais quand même, ça peut exister. Bon. Et de mon point de vue, c'est ce que je vous dis ici, hein, je pense qu'il n'y a au fond aucune différence entre un programme, on va dire, de facturation ou de gestion de stock avec une intelligence artificielle. Ce n'est que la cinématique qui change, l'algorithmique qui change, mais il y a quand même donc du codage. Bien. Bon, l'apprentissage, et c'est ce que j'ai voulu représenter ici et illustrer par cette image que vous avez à droite sur votre écran, eh bien, c'est que nous, les humains, parce que l'apprentissage automatique, si j'y crois pas encore beaucoup, ça viendra, hein, mais pour l'instant, c'est pas encore suffisamment développé. Eh bien, l'apprentissage, c'est nous, les humains, qui apprenons un algorithme, ici représenté par un robot, à se comporter donc honorablement. C'est nous. Bon, très bien. Donc ça, c'est encore une fois l'apprentissage, ce n'est donc pas de la programmation. Donc, deux contextes bien distincts. D'abord, je remarque une chose ici. Regardez, on se focalise tous, à mon avis, c'est une erreur, sur le nombre faramineux on va dire, de paramètres qui sont étudiés pour l'apprentissage. ChatGPT est passé de la version 1 à 117 millions de paramètres à 1 trillion de paramètres déjà avec, donc 1000 milliards hein, de paramètres avec la version ChatGPT 4. Et il y a la 5 maintenant. Ce qu'on peut dire déjà, et entre les deux, bon, des valeurs intermédiaires, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ils ont fait un travail d'apprentissage colossal. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont fait? Eux, ils ont prévu, là, on va dire, l'armature, les programmes qui vont permettre d'insérer les annotations et d'insérer donc les paramètres dans le modèle qu'ils vont proposer. Mais ce n'est pas forcément eux qui feront le travail. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des officines sur Internet, on vous propose de le faire. Et c'est ce que font justement des entreprises, dont celle de Madagascar, sauf qu'on utilise des gens qui sont payés 1 euro toutes les 3 heures, voyez, ou 120 euros par mois. Bon, c'est quand même quelque chose qui est assez choquant. Donc alors, je rappelle bien les contextes. Hein. Quand on parle de cet apprentissage, il y aura donc l'utilisation donc d'applications qui existent en état et qui n'ont plus qu'à fonctionner. On peut utiliser du code qui est prêt à l'emploi. Et puis, il y a les applications que je désigne comme étant privées,
pour lesquels, donc, on va dire, l'usager va intervenir dans le processus. Il va choisir, par exemple, le modèle préprogrammé par les fournisseurs. Il va choisir donc les données donc d'apprentissage qui peuvent être les siennes, mais attention, dans l'apprentissage en général, on va plutôt utiliser les datasets donc du marché. Tous les grands outils sont passés par là. Hein, et donc, il faut arrêter de se focaliser là-dessus pour plutôt s'intéresser donc à nos problèmes. Il n'y a pas d'exception donc à la règle. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans ce webinaire que vous me faites l'honneur de suivre, eh bien, ce sont les développements spécifiques. Comment je fais, moi, dans mon entreprise pour en bénéficier. Vous voyez, et c'est donc ça. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, l'apprentissage dans la chaîne IA, en fait, vous avez, on va dire globalement, vous avez 6 grandes phases. Hein, on se limite vraiment à la partie apprentissage et entraînement. Vous avez, alors sur ce schéma ici, vous avez la préparation des données. Il y a un très gros travail de préparation des données. Et il ne faut pas le négliger. Et ça peut durer des semaines, voire des mois. Ça ne se fait pas en temps réel. Alors on nous dit maintenant qu'on va avoir des données qui seront... Alors elles sont en général, d'ailleurs, quand on utilise des données qui existent, elles sont en général préformatées, entre guillemets. Disons qu'elles ont déjà une certaine... on a quelques annotations donc dedans. Et à nous, après, de les améliorer et de les adapter donc à notre problème. Bon. Donc, il va falloir donc préparer les données. Ensuite, vous avez donc, de deuxième phase, vous allez donc choisir un modèle. Je rappelle que le modèle, c'est ChatGPT, c'est Claude, c'est Gemini, etc. Vous choisissez la méthode d'apprentissage, vous entraînez le modèle, c'est ça qui peut prendre du temps, et la méthode donc d'apprentissage prévoira que si votre modèle persiste à confondre Madonna avec un char d'assaut, eh ben, il faut lui apprendre que c'est pas pareil. Certains disent que c'est pareil, mais moi je pense que c'est pas pareil. Donc il faut lui apprendre. Et la méthode d'apprentissage, c'est comment il fait donc pour s'améliorer. On va donc l'entraîner. Ensuite, on va faire des tests. Mais des tests qui sont en principe pas sur les mêmes données que pour l'entraînement. Ce sont des données qui sont des données séparées. D'ailleurs, on a des méthodes aujourd'hui pour bien faire la distinction entre les données d'apprentissage et les données donc de test. Et in fine, je demanderai à des professionnels, on va dire à des experts, de valider le modèle. Est-ce que effectivement il répond donc au cahier des charges que je lui ai indiqué. Alors, juste ici, quelques petites informations, mais on va revenir dans le détail sur ces différents aspects. Hein. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'échecs qui s'expliquent parce qu'on a mal délimité le projet donc, au départ. On est parti un peu la fleur au fusil, comme ça, en se disant, on verra bien. Non, il faut savoir exactement où on va. C'est pourquoi, d'ailleurs, je recommande, mais je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas être de mon avis. C'est pourquoi je recommande que ce soit un utilisateur, encore une fois, qui soit le chef de projet de cette opération. Nous sommes plutôt, on va dire, les outils pour essayer donc d'atteindre notre but. Donc, il faudra bien traiter le projet que l'on veut traiter. Et ça, il faut bien délimiter, pardon, le projet que l'on veut traiter. Et ne pas s'embarquer dans on va dire, dans des considérations complètement folles pour faire plaisir au directeur général ou au président. En général, quand on construit le jeu de données, on dit qu'il y a à peu près 70 à 80% des données qui sont réservées on va dire, à l'entraînement, et puis il y a 20 à 30% des données qui sont là pour les tests, mais ce qui n'anticipe pas sur les données que vont utiliser les experts. Parce que eux, leur but, ça sera de mettre en défaut notre modèle. Bien. Alors, on va pouvoir acheter donc des datasets existants, mais ça, j'y reviens. Hein. Et donc, le processus, j'insiste bien là-dessus, c'est très ambigu. Pourquoi? Parce que dans une application informatique classique, le résultat, il est bon ou mauvais. Hein, je veux dire, c'est complètement manichéen et on n'est pas au milieu. Là, ici, c'est pas pareil. On va trouver une solution qui sera à peu près correcte. La solution parfaite, ça n'existe pas.
Donc, c'est vrai que pour nous, au TI, on est un peu choqués par ça. C'est quelque chose qui nous gêne. Et on retrouve d'ailleurs ça dans pas mal d'endroits, donc dans le monde de l'intelligence artificielle. Voilà. Il faut qu'on fasse ami-ami avec le flou. Il faut que le flou ne soit pas, on va dire, un ennemi, hein. La solution que nous allons trouver, eh bien, elle marche assez bien, suffisamment pour ne pas me faire insulter par mes utilisateurs. En gros, c'est ça, hein. Et donc, c'est un peu différent donc, dans l'approche. Et pour les gens du TI, encore une fois, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile donc, à appréhender. Alors, choix et préparation donc, des données, voilà un domaine qui est vraiment, mais alors, essentiel et vital. D'abord, donc, je vous l'ai dit, on a besoin de données en deux blocs, entraînement et test. Bien. Il faudra donc, on va donc, ces données d'entraînement, en général, on va les acheter toutes faites. Si je prends l'exemple de MSNIT, MSNIT, il y a 70 000 chiffres de 0 à 9. Je ne vois pas pourquoi je vais refaire et numériser des milliers de chiffres alors que je les ai déjà. En général, donc on va faire ça. Mais par contre, après, j'utiliserai mes propres données à moi. Bien. Donc, qu'est-ce que je demanderai donc à ces données? Il faut qu'elles soient représentatives. Alors, bien sûr, là, j'ai parlé des chiffres, ça c'est très simple, mais il y a d'autres domaines qui ont besoin de beaucoup plus d'informations. Elles doivent être diversifiées, peut-être que vous avez besoin de données multilingues. Si vos clients sont dans différents pays où on ne parle pas la même langue, peut-être que vos données devront être multilingues, hein. D'ailleurs, je remarquerai une chose, c'est que les officines qui font le travail d'annotation donc pour nous, eh bien, elles sont souvent, elles choisissent une langue. Par exemple, au Kenya, on travaille beaucoup pour les anglophones. À Madagascar, on travaillera plus pour les francophones. Vous voyez, il y a quand même une dichotomie donc, entre les deux qui existe dès le départ. Alors, ces données, on va les faire passer dans une procédure donc dite de pré-traitement. On va essayer de les nettoyer, d'enlever les données qui seraient aberrantes. On va essayer éventuellement de les normaliser parce que il est plus facile de travailler sur des données qui vont toutes de 0 à 1, par exemple, plutôt que d'avoir des données à 300, 1 milliard, 44, 0,25. Donc peut-être qu'une procédure de normalisation, ça revient à traduire toutes les données ici, donc numériques ou pas d'ailleurs, hein, numériques ou pas, eh bien, on va les traduire dans un espace qui sera fermé, par exemple de 0 à 1. Bon, ça c'est une chose qu'on pourrait faire. Alors je vous signale une chose, c'est que, on va dire, cette préparation des données, à mon sens, on ne lui donne pas assez d'importance. Et je trouve que on a tout intérêt à aller regarder du côté de ce qu'on appelle le DQM, Data Quality Management, c'est-à-dire la gestion de la qualité des données, où là, justement, et en particulier pour les données que l'on appelle les données patrimoniales, dans le monde du MDM, eh bien, on traite tous ces aspects-là de qualité. Donc, les données aberrantes, les données qui sont fausses, les données qui sont hors sujet, les doublons, toutes ces choses-là. On les traite déjà. Alors, je ne dis pas qu'on va se lancer direct, on va pas nécessairement installer donc un logiciel de traitement donc de qualité des données, mais je pense qu'il est utile de s'en inspirer parce qu'il y a une bonne partie des problématiques des deux côtés qui finalement sont à peu près les mêmes. Bon. Oui, ça ressemble beaucoup donc à ces DQM. Alors, il faudra veiller à certains points, donc au-delà, donc on va dire de la labellisation des données, et donc par exemple, on veillera donc sur cette qualité et aussi sur la pertinence de ces données, parce que la pertinence va jouer un rôle sur le comportement et en particulier l'efficacité et la rapidité donc du modèle. Et il faut passer du temps. Et des fois, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si on ne passe pas assez de temps sur cette phase de préparation des données, eh bien souvent, il faut, alors qu'on est presque au bout du projet, eh bien, il faut tout reprendre à zéro. Parce qu'en fait, on va dire l'entraînement apparemment s'est fait correctement, mais comme c'est sur des données qui ne sont pas de bonne qualité, donc ce que l'on produit après en production, eh bien n'est pas valable. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, le temps que l'on va passer sur la partie donc entraînement, préparation des données, eh bien, n'est pas du temps de perdu. Même si
on a envie d'aller plus vite. Mais non, il ne faut pas aller plus vite, on passera donc du temps là-dessus. La diversité également, il va falloir la surveiller, parce qu'il faut couvrir tous les cas. Alors, on a un réflexe qui est toujours le même, c'est qu'on voudrait que ça marche. Alors, il y a des domaines il y a des domaines de données pour lesquels on sait que ça va fonctionner. Puis il y a des domaines où on est moins à l'aise. Eh bien, il faut quand même tout traiter. Parce que vous ne savez pas a priori, sauf si vous avez vraiment fait des efforts dans la partie préparation du sujet à traiter, eh bien, on ne sait pas a priori quelle sera la diversité qui sera nécessaire. Donc, il faut être le plus diversifié donc possible. Voilà. Alors, on va donc récupérer des données. Mais il n'y a pas que les datasets que de données. Alors vous pouvez utiliser donc des techniques qui sont indiquées ici, ce qu'on appelle le web scrapping. Donc ce sont des outils automatiques qui vont aller chercher donc des données. Et dans les sites internet, il faut quand même se méfier là, parce que il y a un côté propriété qui n'est pas toujours respecté. Hein. Le crowdsourcing, là on fait appel à des partenaires qui vont aller donc chercher les données là où elles sont créées. Et ça se fait en général par des plateformes qui sont dédiées. Ça fonctionne. Hein. On va utiliser bien entendu nos données internes qui sont créées donc dans l'entreprise. Alors c'est des fichiers Excel, c'est des PowerPoint, c'est du texte, etc. C'est beaucoup de choses. Hein. En général, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce que comme c'est dans mon entreprise, elles correspondent en général à l'objet de mon projet. Vous voyez, c'est pas comme les données que je vais acquérir donc à l'extérieur. Au moins, on est sûr qu'elles ne sont pas donc hors projet. Et puis, vous avez des données qui viennent du monde open source ou simplement libre. Hein. Vous savez bien la différence que l'on fait donc entre les deux, qui sont publiées parfois par des établissements publics et qui parfois donc sont gratuites. Hein. Et il y aura de plus en plus des données issues de capteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre aujourd'hui dans le monde industriel et dans le monde on va dire des appartements, des maisons personnelles, il y a de plus en plus d'offres qui arrivent là-dedans. Donc si je peux avoir un dataset avec beaucoup de données réelles qui ont été enregistrées par des capteurs, eh bien ça me rendra donc d'immenses services. Hein. Et voilà, donc des données finalement dont l'origine, et finalement, elle est extrêmement donc diversifiée. Bon. Alors, les fameuses bibliothèques. Les fameuses bibliothèques, donc vous en avez, je vous l'ai dit à peu près, 1 millier qui existent donc sur le marché aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont payantes, hein, d'autres qui sont gratuites. Et en principe, et ça, il faut faire attention à ça, ils sont identifiés, ces datasets, par ce que l'on appelle un DOI. Hein, si vous voulez, c'est un identifiant d'un objet numérique. Vous avez même des plateformes qui travaillent pour vous, pour constituer donc des datasets, vous voyez, sans partir par quelque chose qui existe, qui vous propose d'élaborer donc un DOI de manière à ce que ça soit référencé, que ça puisse être partagé sans qu'il y ait d'ambiguïté. Bon. Alors, c'est une chaîne alphanumérique toute bête, hein, donc qui au moins elle aura l'avantage donc d'être unique. C'est un petit peu l'identifiant, on va dire, numérique donc du dataset. Il faut être, je vous recommande, hein, être extrêmement vigilant ici. Pourquoi? Parce que l'usage de ces datasets peut être plein de pièges. Et vous pouvez vous retrouver apparemment avec une facturation délirante, alors que vous avez le sentiment de ne pas vous être engagé sur quelque chose justement de délirant. Alors, il faut faire très attention. Et c'est là, il faut vraiment lire entre les lignes, les petits caractères qu'on n'arrive pas à lire normalement sans lunettes, hein, vous voyez. Il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et il y a eu des procès d'ailleurs sur ce sujet pour manque d'informations. Bon, alors, et on s'aperçoit au bout du compte que vous payez à l'objet utilisé, mais si vous en utilisez beaucoup, peut-être que ça va vous coûter donc très cher. Tous les domaines sont couverts. Alors là, vraiment, tout ce que vous voulez, hein, dans le domaine scientifique, dans le monde industriel, bien entendu, la littérature, le sport, les ressources personnelles, la médecine, la musique, absolument tout, hein, y compris donc sur les tendances techniques donc informatiques. C'est absolument hallucinant.
Hein, c'est vraiment un marché qui s'est développé à la vitesse grand V. Et vous avez d'ailleurs ici à gauche sur votre écran, et en haut à droite de cette image, vous avez donc le MNSIST avec ses fameuses valeurs numériques, et vous en avez 70 000. Bon, c'est toutes les manières par exemple, il y a quelque chose qui arrive assez souvent, c'est le 7, le chiffre 7. En Amérique du Nord, on écrit un 7 simplement avec deux barres, un 7. En Europe et en France en particulier, on écrit un 7 avec une troisième petite barre qui coupe la barre verticale. Alors on pourrait dire que c'est pas le même 7. Ben si, c'est le même 7. Donc là, on va donc il faudra donc faire en sorte que le dataset que j'utiliserai, eh bien, représente les différentes manières d'utiliser, donc de représenter donc un set. Et puis comme ça, des exemples, il y en a énormément. Alors quelques exemples. Vous avez ImageNet, qui est à mon avis l'un des plus connus, hein. 14 millions donc d'images, ce sont des images qui sont réparties en 20 000 catégories. Et il y a énormément de systèmes de vision aujourd'hui, hein, de reconnaissance, hein, et qui ont été entraînés avec ce dataset. Le MNIST, donc probablement le plus connu, c'est donc 70 000 images numériques, des chiffres donc manuscrits qui sont inscrits. Je l'utiliserai un peu plus loin dans le programme que je vais vous montrer. Ce sont des petites matrices, hein, de 28 par 28, donc c'est pas très grand, hein, mais il y en a quand même 70 000. Hein. Bon. Vous avez par exemple chez Google, vous avez une assez remarquable d'ailleurs bibliothèque, qui est donc une bibliothèque d'images ouvertes, hein, 9 millions donc d'images, annotation qui est proposée au moins pour une préversion par image, et avec un entourage donc des objets dans les différentes scènes que vous retrouvez dans les écrans. On a préparé quelque part, on a mâché un peu le travail donc d'annotation donc et de labellisation. Vous avez The Pile. Pile, c'est 886 gigabytes, hein, de texte. Alors là, on n'est plus dans les images, hein, on est dans du texte qui a été utilisé par exemple par ChatGPT. Alors vous avez tout là-dedans. Les livres, les journaux, les essais, les polars, les livres de sciences, vous avez absolument tout. Vous avez 886 milliards donc d'octets. C'est hallucinant. Je vous recommande également, ça peut vous intéresser, donc Coco, donc, qui lui va plus loin que les objets, parce que l'intérêt de Coco, c'est qu'il s'intéresse aux objets des scènes, mais en même temps aux relations qu'il y a entre les objets. Souvent, dans les datasets, on vous dit, ben voilà, vous avez un objet qui est entouré par un rectangle, c'est un personnage qui est sur une bicyclette. Très bien. Mais avec Coco, vous saurez qu'il va donc rouler dans un sens interdit. Ce qui n'est pas la même chose. Enfin, c'est pas que c'est pas la même chose. Disons que c'est plus complet que la première donc évaluation. 330 000 images donc ici de scènes et 1,5 million donc d'objets considérable. Vous avez YouTube donc de Google qui vous en propose un également qui s'appelle 8M, et je vous recommande également Kaggle. Kaggle qui est on va dire c'est une communauté, c'est pas un éditeur, c'est une communauté, c'est pas un dataset non plus, mais vous trouvez dans Kaggle pratiquement tout ce que vous voulez. C'est une sorte de répertoire géant dans lequel vous avez tout. Et puis vous avez aussi également UCI, donc qui est une espèce de, on va dire, de référentiel, mais très orienté vers les algorithmes donc de machine learning. Bon. Moi, je crois qu'il faut être prudent là-dessus, hein, mais c'est vrai que c'est quand même des bibliothèques qui nous rendent donc des services qui sont considérables. Alors, le problème spécifique des annotations, alors vraiment, j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est vraiment un problème fondamental donc, de l'apprentissage. D'abord, je vous dis, on fait une distinction entre labellisation et annotation. Les annotations, ça vous décrit les objets dans le détail. La labellisation, ça vous décrit des types de données. Par exemple, des types de données images, des types de données textuelles, des vidéos. Et ça n'a pas tout à fait la même portée. On parlera plutôt, on va dire, d'annotation. Ce que l'on cherche à faire avec ça, c'est que moi, j'ai un jeu de données, je vais donc les rentrer dans mon modèle, mais il faut d'abord que je les annote et que je puisse dire à mon modèle, voilà de quoi il s'agit. Donc,
on va lui fournir ce qu'on va appeler des métadonnées, donc de description. Et donc, vous avez la possibilité de décrire d'une manière très fine ce que représente donc l'objet. Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup de produits sur le marché qui font ça. Alors, il y a les bons et les mauvais comme d'habitude, hein, mais en général, ils sont dédiés à un type de données précis. Il y a ceux qui correspondent. Rares sont ceux qui fonctionnent en mode, ce qu'on appelle le multimode, hein, avec du texte, du 3D et puis des images ou des vidéos. En général, ils sont spécialisés dans un domaine précis. Alors vous me direz, si on a plusieurs formes de données qui existent, on ne va pas s'amuser à avoir 45 donc datasets différents, ça risque d'être un peu compliqué, et en particulier au niveau du codage. Hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir importer les bibliothèques et faire des choses dessus, hein, comme je vais vous le montrer. Donc il y a beaucoup de produits, hein. Certains sont excellents, d'autres vont beaucoup plus loin, on va dire, que la simple fourniture de moyens d'annotation. Et alors, moi, je vous ai indiqué ici quelles sont les fonctionnalités auxquelles il ne faut pas déroger, qui sont vraiment importantes. Faire attention donc au format d'entrée, les formats audio, vidéo, texte, les graphiques 2D et 3D, les images avec WebP, GIF, vous voyez, PNG. C'est un cirque pas possible, hein. Donc il faut faire attention donc avec ça. Certains outils qui vous permettent de faire de la notation prévoient des outils de collaboration. Donc ça permet à plusieurs personnes, on va dire, de travailler en même temps sur les mêmes données. Ça, c'est quelque chose qui me paraît donc essentiel. Et entre autres, si vous travaillez avec des prestataires, je pense qu'il faut absolument avoir ça, ne serait-ce que pour avoir un peu un œil sur eux. Hein. Bon, je dis pas que ce sont tous des gangsters, hein, c'est pas ça. Mais bon, il vaut mieux quand même prendre ses précautions. Donc, des outils de collaboration. Il faut mettre en place une task force pour nous aider. Donc, une équipe qui va donc nous aider. Et c'est là où où interviennent donc les entreprises. Entreprises donc souvent offshore, mais c'est très utile d'avoir une task force, mais il faudra faire attention à bien l'évaluer. Je vous montrerai un peu plus loin. Là, je voyais donc en préparant cette présentation pour vous, je voyais donc sur Internet une compagnie qui fait des annotations et qui propose dans un libellé de ce qu'elle fait avec deux énormes fautes d'orthographe dedans. Bon, je vais vous le montrer, hein. Alors évidemment, là, celui-là, j'aurais peut-être tendance à ne pas l'utiliser. Pas bon. Intégration, et bon, vous avez des solutions hein, d'annotation qui s'intègrent automatiquement dans des modèles qui permettent donc d'affiner hein, et pour passer en production. Donc tout ça, c'est prévu. Vous avez également une gestion des versions qui peut être nécessaire, des possibilités d'audit si on veut vérifier que ce que nous avons fait est correct, hein, s'il y a un litige, mettons, avec le prestataire, des dispositions, donc gestion de qualité au sens DQM, comme je vous l'avais évoqué il y a un instant, donc la maîtrise également des formats de sortie, hein, qui vont dépendre évidemment de l'objet, on va dire, de mon projet, voilà, dans lequel tout ça s'insère. Et puis, je veux des moyens, des modèles d'annotation, mais qui sont personnalisables. Je ne veux pas rester uniquement sur ce qu'a prévu donc, mon prestataire, je veux pouvoir le faire à ma convenance, à ma façon. Vous voyez, donc, on fera très attention donc à ça. Bon, alors en général, il y a donc, enfin c'est pas en général, il y a deux manières de fonctionner pour décrire des données, des annotations, soit de manière manuelle et donc il faut disposer d'un accès donc à une plateforme, soit d'une manière automatique. Mais je suis très réticent aujourd'hui sur les solutions automatiques dont on nous parle beaucoup. On nous dit que c'est le nirvana, c'est le Graal du futur. Et j'y crois beaucoup. Pour l'instant, j'y crois pas beaucoup parce que ce que j'ai vu comme résultat me laisse quand même assez dubitatif. Mais c'est vrai que dans le futur, on peut penser que ce sera la solution idéale. Alors, je vous disais que c'est un peu inquiétant parce que comme c'est un marché qui arrive maintenant, hein, on a regardé, il y a eu d'ailleurs une remarquable émission qui a été faite sur une télévision française qui s'appelle Arte, enfin franco-allemande plus précisément, qui s'appelle Arte, qui montrait un peu l'utilisation donc des sous-traitants
des prestataires donc malgaches donc à Madagascar pour faire ce travail-là. Alors je vous ai dit, ils sont rémunérés donc 1 € à peu près donc toutes les 3 heures. J'ai mis le euro équivalent donc au dollar américain ou 120 € donc par mois, ce qui est énorme, hein, enfin qui est beaucoup en tout cas là-bas. Moi, j'ai constaté quand même des pratiques d'exploitation qui, à mon avis, sont plus que douteuses, beaucoup de précarité, l'absence de droits, des temps de travail énormes, une surveillance épouvantable. Enfin bon. Et on a donc des entreprises donc, qui ont flairé la bonne affaire et qui se sont dit, moi je suis face à mon client, je vais sous-traiter tout à Madagascar ou au Kenya ou encore ailleurs, hein, en Inde, et puis voilà, moi je ne la paye pas, c'est pas grave, mais moi je me ferai payer. En fait, on en est là, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Hein. Donc je pense que c'est quand même gravissime, et avant de prendre une task force, il faut faire attention à, on va dire, quelles sont les pratiques qu'ils mettent en œuvre avec éventuellement donc des sous-traitants dans ces pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec eux, hein, ces sous-traitants-là, mais il faut quand même faire attention et les rémunérer donc correctement. Et je vous avais, alors il y a même Uber, hein, Uber, vous savez, Uber pour les véhicules qui se lancent là-dedans aussi. Avec lui, il a des sous-traitants, avec des équipes qui sont aux États-Unis et également en Inde. Je pense que les équipes en Inde seront moins payées que celles des États-Unis. Et vous voyez en dessous ici de cette image, regardez, attention à la qualité, je vous le disais à l'instant, ce que j'ai trouvé donc récemment, je vais labelliser et annoter vos images. Participe passé. Horreur. Alors si c'est les mêmes qui ont écrit ça et qui vont me faire les annotations derrière, je préfère dire non tout de suite. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils vont me faire un procès, mais en tout cas, moi, ça me paraît quand même relativement contestable. Alors, pour ceux qui seraient intéressés donc à voir cette émission, encore une fois, qui est remarquable, hein, sur Arte, vous avez en bas donc l'URL pour vous connecter. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a réglé le problème des données, ça y est. Maintenant, on va s'occuper donc du modèle et de la méthode d'apprentissage. Alors, ce qu'on appellera donc le modèle, c'est ce qui est ici à gauche, hein, c'est les modèles de machine learning, hein, c'est les modèles de génération automatique en IA. Hein, ChatGPT, c'est un modèle. Hein. Les outils d'apprentissage profond, donc de type deep learning, c'est peut-être le traitement donc du langage naturel, ce qu'on appelle en anglais donc le NLP, hein, d'accord, ou éventuellement donc des modèles hybrides. Donc je vais choisir une solution. Tout à l'heure, je vais vous montrer une solution qui est basée sur un réseau neuronal avec 2 couches, plus une couche d'entrée et une couche de sortie. Ouais. Donc il va falloir faire un choix et déjà savoir un petit peu donc à quoi ça correspond. Et puis si vous travaillez, mettons, avec du machine learning, vous allez utiliser peut-être des régressions donc linéaires ou logistiques, donc éventuellement des arbres de décision, des systèmes donc SVM, des forêts aléatoires. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est vrai. Et donc c'est pas parce qu'on va sous-traiter des choses et on va acheter des choses à l'extérieur qu'on n'a pas besoin de compétences. Et là, on est dans un domaine qui ne fait pas de cadeau, hein, parce que c'est pas évident du tout. Comprendre ce que c'est qu'une régression logistique, c'est pas forcément très évident. Et si c'est vous qui choisissez donc la méthode d'apprentissage, il faut d'abord comprendre ça. Bon. Le critère de décision par rapport donc à ce modèle, hein, ce sera la nature donc des traitements effectués. Faire de la reconnaissance, par exemple, c'est faire des prédictions. C'est typiquement le cas pour les régressions linéaires ou des classifications, par exemple. Bon, vous avez choisi, vous connaissez bien le sujet, vous avez choisi votre modèle. Maintenant, vous passez à la phase suivante, donc qui consiste donc à choisir le cadre d'apprentissage. Alors là, c'est on s'intéresse aux données. Alors, je vous disais, la méthode d'apprentissage, c'est par exemple utiliser des données labellisées, des données qui ne le sont pas, voire on va dire des données un modèle d'apprentissage qui va fonctionner par référence à l'environnement. Alors, ce sont 3 techniques, donc, on parlera donc d'apprentissage supervisé, avec des données qui sont pré-labellisées, non supervisées, et celles qui fonctionnent à partir de l'environnement. Bon. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une personne, un spécialiste de ce sujet-là, donc des modèles de données
qui ont une incidence sur l'environnement, qui a eu le prix Nobel, pas pour ça, mais pour la physique. Bon. Et donc, il a aussi eu le prix Turing en même temps, d'ailleurs, que Yann LeCun. Bon, voilà. Donc, vous allez choisir votre cadre d'apprentissage, supervisé, non supervisé, mixte. La phase 4, dont on avait parlé tout à l'heure, là, c'est la phase concrète, on va dire, d'entraînement. C'est là où on va ajuster le modèle. C'est là où on va le... Alors, je n'aime pas parler de programmation, donc je parlerai de paramétrage. Je partirai d'une solution, d'une situation où mon modèle, il reconnaît pas la différence entre Madonna et un char d'assaut, mais je vais lui apprendre, hein, en utilisant peut-être une méthode de rétroprogrammation dans mon réseau neuronal. Bon, et là, on est vraiment donc dans le cœur, hein, dans le cœur du sujet. Et c'est là où on va être confronté à ce que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir le compromis qu'il va falloir trouver entre le biais, c'est-à-dire l'erreur que nous commettons, sachant que, comme je vous l'ai dit, on est dans un monde qui n'est pas parfait, qui est un monde relativement flou, hein, et puis donc le compromis donc, entre cette erreur que nous connaissons, que nous commettons, et la variance. Alors ça, c'est très important, et c'est pour ça que j'ai insisté dans la page donc, suivante. Et enfin, donc, une fois entraîné et que nous sommes satisfaits, quand je dis nous, c'est pas le TI, c'est donc notre utilisateur, hein, des résultats, on valide le modèle. On s'assure donc qu'il est efficace avec des nouvelles données. Voyez, et on s'arrangera pour que les nouvelles données soient plus complexes, encore plus diversifiées, et il ne faut pas qu'il explose le modèle. Or, c'est malheureusement ce qui se produit souvent. Hein, parce qu'on n'a pas suffisamment passé de temps, probablement, sur la phase initiale. Alors ça, c'est mortel. Hein. Je vous dis, j'insisterai jamais suffisamment sur le fait qu'il faut passer du temps sur les phases préparatoires, parce que cette phase, c'est le garant finalement d'une réussite donc des projets. Et puis, in fine, donc, on va faire appel à des experts, alors qui, eux, vont tout faire pour nous mettre dans la panade. Hein. Et voilà. Bon. Et donc, ça fonctionnera donc comme ça. Et la mécanique d'apprentissage est toujours la même, c'est celle-là. Alors, le fameux dilemme entre biais et variance. Alors, ces schémas ne sont pas de moi, je vous le dis tout de suite, on le doit donc à un dénommé Benoît Kella, qui a fait des choses absolument remarquables. Je vous recommande d'ailleurs son site qui est Data Corner, qui était vraiment très bien. Et alors, on fait la différence. Quel est le problème? Le problème est que, regardez, en haut à gauche ici, vous avez donc vous avez le biais. Le biais, c'est l'erreur. Alors, on va prendre donc l'image d'une cible, je tire avec un arc pour tirer dans la cible. Quand j'ai un biais qui est faible, alors là je suis un remarquable tireur, vous voyez, donc toutes mes flèches sont pratiquement allées au centre. Par contre, si j'ai un biais élevé, c'est pas parce que je suis devenu mauvais entre-temps, c'est peut-être que j'ai pas remarqué qu'il y avait du vent. Hein, et donc ce vent va me déplacer mes flèches, et puis finalement, j'aurai des flèches qui seront groupées, mais à l'extérieur de la cible. Ça, c'est le biais, voyez, donc qui est modifié, qui est donc influencé par les choix que je vais faire. Si j'applique ça donc au machine learning, et plus précisément donc à la régression linéaire, avec les 3 schémas qui viennent ici. Vous avez, mettons ici, une série de points. En régression linéaire, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quelle est l'expression mathématique qui permet donc de passer, non pas par tous les points, hein, mais qui est très proche des points, et on calculera la distance entre chacun des points par rapport à mettons, une droite, s'il s'agit d'une droite, et j'essaierai de minimiser cette erreur, hein, ce qu'on appelle la perte. Bon, ça, c'est le problème de la régression linéaire. Alors, vous me direz, mais à ce moment-là, j'ai qu'à faire passer ma courbe par l'ensemble des points. Sauf que cette courbe, elle n'existe pas. Et qu'en général, même pas en général, tout le temps, c'est une courbe qui n'est pas ce qu'on appelle en mathématiques une fonction transcendantale, c'est-à-dire qui n'a pas d'expression mathématique. Donc, je ne peux pas. Hein, je peux pas l'utiliser. Donc ça, c'est la régression linéaire. Maintenant, ça, c'est donc le biais. J'essaierai donc de limiter au maximum cette erreur. Dans mon apprentissage, j'entends. Maintenant, quand je regarde ma variance, la variance, c'est la dispersion.
On dit que quand on s'intéresse donc on va dire une base, un ensemble de données, comment elles se dispersent dans une représentation. Et ici, par exemple, à gauche, on voit que la variance, elle est très faible, hein, puisque effectivement, c'est pareil que pour le biais, elles sont là. Mais par contre, à droite, vous avez vos données qui sont réparties un petit peu partout. Alors, il va falloir trouver un compromis entre les deux. C'est pour ça qu'on ne sera jamais parfait. Hein, il y aura toujours une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, trop de variance, pas assez de ceci, pas assez de cela. Ça, c'est un souci que l'on trouvera tout le temps dans notre apprentissage. Et regardez la variance qu'elle permet donc d'indiquer. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, avec des nouvelles données, vous voyez, nos nouvelles de test, hein, vous voyez, vous avez ici en bleu. Ici en bleu, vous avez donc les données que vous aviez au départ, et puis en rouge, vous avez les nouvelles. Ah bon, si vous avez calculé une droite ou une autre fonction avec un biais faible, ben ça ne collera pas avec ces nouvelles données, et on introduira donc des erreurs encore plus importantes. Vous voyez, bon, tout le problème est là. Hein, donc il faut toujours avoir en tête, hein, que finalement c'est une recherche de compromis tout le temps. Et d'ailleurs les réseaux neuronaux c'est exactement ça. Hein. On passe son temps donc à trouver donc des compromis. Et la variance, donc c'est la capacité de dispersion donc des valeurs de données. Elle caractérise finalement la capacité du modèle à se généraliser. Si elles sont dispersées un peu partout, bah, si j'en ajoute des nouvelles, je ne sais pas où elles vont partir. Elles vont partir dans le ciel. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais il faudra trouver un compromis donc, entre les deux. Voilà. C'est ça, donc, le fameux dilemme que vous avez donc, entre le biais et la variance. Les annotations d'images maintenant. Alors, les annotations d'images, j'ai même une petite vidéo ici qui peut partir. Euh, alors, vous avez plusieurs techniques donc, qui permettent de faire de l'annotation d'images, de la classification d'images. On attribue ici, on va dire, un label global donc, à l'ensemble donc, de l'image, qui va décrire, on va dire, qui va donner une signification globale donc, de mon image. C'est les animaux, c'est les sports, etc. On a également des outils de détection d'objets. On identifie les objets, l'image du milieu ici, j'ai un chien et un chat, ce sont deux objets donc individuellement qui sont distincts et donc à qui je vais attribuer donc des annotations donc qui seront donc pas les mêmes. J'aurai également une segmentation d'images. Donc tout ça, ce sont des outils que vous trouvez dans les logiciels qui vous permettent donc d'annoter donc vos données. Vous divisez votre image donc en zones qui sont distinctes, c'est donc l'image de droite ici. Hein. Donc, en zone distincte, qui elles sont annotées donc individuellement. Vous me direz, ça ressemble un peu à la détection d'objets, mais c'est pas la même chose. Et puis, on a donc aussi un suivi d'objets. Ça concerne la vidéo. On a des outils qui permettent de suivre un objet bien précis dans une vidéo. Pour vous constater qu'il peut y avoir des anomalies ou comment se comporte donc l'objet en question. Vous avez également des outils de détection de points bien précis, qui sont des points fondamentaux, par exemple dans une image, ça arrivera, et donc vous décrivez un point précis. Je sais pas, dans un œil ou quelque part, bon, détection de points. Mais vous pouvez avoir également des outils de détection de lignes. Ça peut être des roues, des voitures de fer, etc. Ça peut être aussi la limite de certains objets. Eh bien, les outils donc d'annotation vous permettent de faire ce travail. Ici, bien entendu, il s'agira donc d'images. Hein, vous comprenez? Donc, c'est très précis, hein, mais ce travail, il va falloir le faire, hein, au moins sur les données donc, que je vais apporter, qui sont donc mes données. Bon. Alors, un exemple maintenant. Donc, je vais passer quelques minutes sur ce sujet. Alors, vous me direz, je parle assez rarement donc, de programmation, parce qu'on n'est quand même pas là pour ça. Mais j'ai trouvé que ce programme qui a été proposé par Sébastien Gavois, donc je trouve qu'il est intelligent parce qu'il découpe bien les différentes fonctions. Alors ici, je vous ai mis la cinématique en haut. Hein, le programme, c'est la fabrication d'un réseau neuronal de reconnaissance de chiffres et donc sur la base MNIST. Bon. Importation des bibliothèques.
la première tâche, hein, avec TensorFlow et donc Keras, qui est une bibliothèque Python. Importation et séparation des 70 000 images MINST. Normalisation dans l'espace, donc 0,1. Bon, etc. Et création d'un réseau neuronal à 2 couches cachées. Insertion de la couche d'entrée. Adjonction de 2 couches, une de 25 neurones, l'autre de 10 neurones. Adjonction des fonctions d'activation. Alors je rappelle qu'une fonction d'activation, c'est une fonction qui permet de rendre non linéaire, alors je sais que c'est un terme mathématique, c'est non linéaire, les résultats obtenus par une couche bien déterminée. On veut casser un petit peu, on va dire, ce que nous propose donc une couche. On casse ça, on ajoute donc avec une fonction d'activation. Vous savez, des fonctions, il en existe toute une série. Hein. Bon, choix de probabiliste de la sortie, qu'est-ce que je vais choisir là-dedans, et lancement de l'entraînement. Alors, c'est pas sorcier, mais regardez bien. Importation des bibliothèques. Bah, c'est pas compliqué de taper ces instructions-là. Alors on est sur du Python. Hein. On importe TensorFlow as TF. TF, donc on va dire ce mnémonique de TensorFlow. À partir de TensorFlow, je vais importer la bibliothèque Keras, qui fait partie c'est pas TensorFlow, mais qui fait partie de la distribution donc TensorFlow. Donc on importe cette bibliothèque, et puis avec l'instruction, vous voyez, MNIST égale quelque chose, là, eh bien vous importez vos 70 000 images. Voilà. Bon, bah ça, n'importe qui peut le faire. Ensuite, on va séparer les données d'entraînement avec donc les données de test. Il y a une seule ligne pour faire ça. Vous voyez, X underscore train, Y underscore train, etc. égale, voilà. Et, enfin, X train, il va donc comporter 60 000 images, qui sont des tableaux, donc des tableaux donc de 28 par 28 pixels, comme je vous le disais. Et puis Y underscore train, lui, il contient le chiffre de chacune des images. Et là, c'est un tableau de 60 000 valeurs numériques, comprises bien entendu entre 0 et 1, puisque qu'on va donc entre 0 et 10, pardon, donc puisqu'on parle des chiffres de 0 à 9. Bon. Ensuite, on a une normalisation éventuelle. L'instruction est très simple. Ouais, il suffit de taper ça, et donc avec cette instruction-là, vous normalisez donc les données qui sont, vous voyez, donc dans l'espace cette fois-ci 0, 1. Alors c'est pas obligatoire à chaque fois, mais ça peut être quand même nécessaire. Ensuite, regardez, je suis dans la phase centrale ici pour créer mon réseau neuronal. Alors, c'est pas la peine d'avoir le prix Nobel hein, pour ça. Hein. Il suffit de taper modèle égale Keras.modèle séquentiel. Et là, le séquentiel veut dire que les couches sont reliées entre elles de manière séquentielle. Bon, bien sûr, je résume. Moi, je vous recommande d'aller regarder cette bibliothèque Keras parce qu'elle est vraiment extrêmement bien faite et elle correspond tout à fait au problème que nous avons à traiter. L'adjonction de la couche d'entrée est indiquée ici. L'adjonction donc d'une couche de 25 neurones, vous aurez le temps de regarder donc si ça vous intéresse. Bon, alors, restera donc à lancer l'entraînement, mais le lancement de l'entraînement, donc il est fait ici avec ces deux instructions. D'abord une compilation. Avec un certain nombre de critères. Hein, voyez donc on va dire la précision, hein, ce sont des métriques, hein, on peut imposer ici la précision. Vous avez deux instructions qui vous le permettent. Au total, vous avez quoi? Vous avez une page et demie de code, et je vous assure que n'importe qui, sans être nécessairement donc un virtuose de la programmation, comprendra ça. Keras c'est très bien fait, d'ailleurs on le doit à une personne. C'est pas Google, hein, c'est une personne qui a fait ça, que moi je trouve absolument remarquable. In fine, qu'est-ce que vous avez avec tout ça? Ben, vous avez un modèle ici, qui est donc une couche en entrée, qui a été mise à plat, une instruction de mise à plat, donc avec 784 valeurs. Vous avez une couche de 25 neurones avec 19 625 paramètres. Vous pouvez faire le calcul, et une couche de 10, bon, enfin, etc. Au total, donc, ça vous donne quand même beaucoup de choses, ça fait 20 000 paramètres. Tout ça pour une petite algorithmique qui finalement est relativement simple. Hein. Si vraiment on voulait faire des choses, là, on les fait uniquement sur des chiffres. Mais moi, ce que j'essaie d'attirer votre attention sur ce point, c'est que je ne suis pas sûr que ce type de projet soit véritablement destiné à ce que ce soit nous qui le traitions. Bon.
Bon, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder un petit peu comment ça se programme. C'est vraiment bien fait. Quelques outils maintenant pour vous aider, parce que je vous sens impatient de démarrer. Alors, vous en avez à peu près ici une vingtaine, hein, je crois que j'en ai pas oublié. Je recommanderais peut-être V7 Labs, Ncord, qui est très connu. Vous avez Super Annotate, vous avez CVAT.ai, donc ça c'est chez Computer Vision. Bon, vous en avez toute une série, je vous ai indiqué ici quelques-unes des caractéristiques qui pourraient vous aider, parce qu'à un moment donné, eh bien, vous allez avoir probablement donc à faire ce choix-là. Le choix des datasets, le choix des modèles, le choix de la méthode d'apprentissage et également donc le choix de la mise en œuvre. Alors, pour terminer, donc, pourquoi est-ce que les projets n'aboutissent pas? Alors, encore une fois, je pense que c'est pas spécifique donc à l'IA, puisque vous disiez donc 84% donc des applications en PME vont dans le mur, hein, dans ce domaine. Alors moi, je les indique insuffisance de contrôle de qualité. J'ai insisté tout à l'heure sur DQM, pas suffisamment utilisé. D'ailleurs, ce qui est curieux, moi j'aime beaucoup ces méthodes de type DQM ou MDM, mais ça n'intéresse pas les gens. Enfin, pas beaucoup. Alors que de la qualité de leurs données dépend quand même de la pertinence de ce qu'ils fabriquent. Le jeu de données, il est mal équilibré, il n'est pas représentatif, il n'est pas exhaustif, et on a passé trop vite sur la chose, on a été pressé de passer à la réalisation. Finalement, avec les erreurs que l'on commet sur les données, il n'y a pas assez de données vraiment utiles. Hein. Il y a trop de données de remplissage. Et dans les datasets, c'est hallucinant. Hein. Il y a des trucs, on se demande où ils ont été chercher ça. Hein. Bon. On ne s'inspire pas suffisamment de la réalité. Vous voyez, on fonctionne trop dans un espace virtuel qui nous est favorable. On est toujours en train de travailler dans notre monde à nous. Alors, il faut travailler pour le monde réel. Bien. On n'est pas suffisamment critique devant les résultats. Lorsque les experts nous disent, mais ton truc, ton machin, ça marche pas, ah si, ça marche bien. Ah oui, mais ça a marché peut-être sur des données qui étaient des données sélectionnées. Et s'il vous dit que ça marche pas, ben, il vaudrait peut-être mieux leur faire confiance. Donc ne pas prendre ça comme une atteinte, vous voyez, à notre personne. Non, non, ça peut ne pas marcher. On n'est pas suffisamment critique. L'overfitting, encore un autre problème donc, qui est à mon avis pas bien traité. On a trop de données. Trop de données, c'est que ben, vous en rajoutez, vous continuez votre apprentissage, puis à un moment donné, votre apprentissage ben, ne s'améliore pas. Vous avez rajouté des centaines de milliards, si vous voulez, de données supplémentaires, mais finalement, votre modèle, ben, il n'est pas bon. Même avec des données complémentaires, c'est ce qu'on appelle donc le overfitting. On ne prévoit pas suffisamment de moyens de mesure, alors qu'il y a des outils pour ça. Je vous en indique deux ici, la matrice de confusion, qui est quelque chose de très utilisé donc en intelligence artificielle, ou F1 Score, sont des outils qui vous permettront donc on va dire, de mesurer ce que vous allez faire. On n'écoute pas les utilisateurs, comme par hasard, hein, et il n'y a pas de feedback avec eux. Alors c'est quand même eux qui payent, et c'est quand même eux, pour eux qu'on travaille. Et on considère, là encore une erreur très souvent, que le problème a été traité une fois pour toutes, alors que ce n'est pas vrai. Les données, elles vivent dans le temps. Et donc, eh bien, de temps en temps, il faut se reposer les questions. Et quand on s'aperçoit de la dégradation d'un système, qui se met à marchoter, qui se met à ne plus fonctionner comme il le faudrait, eh bien c'est là où il faut se poser des questions et éventuellement revenir sur les phases de préparation et donc d'apprentissage. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Hein. J'ai 2 minutes de retard, je vous prie de m'en excuser. Je vous ai mis ici donc les prochains webinaires que je vais animer. Donc celui de la semaine prochaine, ce sera sur les réseaux neuronaux. Alors là, on va regarder tout sur les réseaux neuronaux. Ensuite, on consacrera celui du 24 au prompt, parce que là, ce qu'on appelle l'invite, hein, vous voyez, donc le prompt. J'en ferai un petit peu pour nous amuser avec les véhicules autonomes, ça sert à rien. Et je vous convie à quelque chose qui va être assez difficile. Ça sera donc la comparaison entre les religions et l'intelligence artificielle. Alors j'ai été l'objet on va dire
de suggestion de ne pas le faire, parce que ce sont des domaines qui effectivement sont des domaines privés, je suis tout à fait d'accord, mais nous sommes des gens qui travaillons dans l'intelligence artificielle, donc on a le droit de se poser des questions par rapport aux grandes religions et ne pas nécessairement tomber dans le dataïsme de Californie ou la singularité de Kurzweil. Je pense que ce sont quand même des questions. Alors on va le faire, hein. J'ai bon espoir que nous aurons des représentants de chacune de ces religions, mais ce n'est pas une certitude. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Cette présentation sera disponible, bien entendu, sur notre chaîne de télévision, donc YouTube, comme toutes les autres, hein. Et puis, elle sera disponible dès ce soir, donc sur notre site Internet. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, c'est un sujet quand même qui n'est pas simple, hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que peut-être ça va vous aider donc dans l'élaboration donc des projets que vous avez à mettre en œuvre. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Simplement, c'est comme toujours, des bonnes pratiques, de bonnes idées au départ. On ne se fait pas plaisir, on travaille pour les utilisateurs et on ne cherche pas à avoir le prix Nobel. On n'est pas Donald Trump, hein. Quoi qu'il ne l'a pas eu, hein. Bon, très bien. Merci infiniment, chers amis, et j'espère vous retrouver donc prochainement nombreux et intéressés. À bientôt. Merci encore.